Bonjour, on va embrayer sur le sujet qui est dans la totale continuité de ce qui vient de vous être présenté. Une très belle description de beaucoup de tumeurs différentes et vous voyez que finalement c'est une sémiologie assez complexe. Et quand on veut vraiment finement l'analyser, il faut avoir un peu d'expérience, il faut voir régulièrement ce type de tumeur. Ce n'est pas très simple pour un radiologue généraliste, en tout cas, d'aller aussi loin dans la description sémiologique. Et même quand on est habitué à voir ces lésions en imagerie, eh bien, il faut absolument connaître ses limites, comme le disait Sylvie, parce que même si on a une forte probabilité de certaines lésions bénignes, exclure de façon formelle qu'il puisse s'agir d'un sarcome, ce n'est pas toujours si simple, et on arrive assez fréquemment aux indications de biopsie. Alors, pour illustrer cela, je vais vous montrer quelques exemples de difficultés qu'on rencontre fréquemment lorsqu'on fréquente une RCP sarcome. Ici, un patient de 73 ans qui avait un nodule sous-cutané de la cuisse, qui était assez rapidement progressif, qui a eu une imagerie, donc qui n'a pas eu d'imagerie, mais qui a été opéré d'emblée. Ce sont des situations malheureusement assez fréquentes, sans imagerie. Et vous voyez ici l'imagerie faite 3 mois post-opératoire qui vous confirme que c'est une exérèse totalement incomplète, macroscopiquement incomplète. Il s'agissait ici d'un rhabdomyosarcome, et ça c'est le premier message pour les chirurgiens principalement. Lorsque vous opérez une masse des tissus mous, je pense qu'avoir une IRM préopératoire, c'est quand même la base avant d'enlever une lésion sur toute cette taille-là. Ça vous permet d'orienter le diagnostic et de réfléchir à l'indication de biopsie préalable qui va complètement changer votre stratégie chirurgicale. Ici, une autre situation qu'on rencontre de temps en temps, une jeune femme de 34 ans qui se présente avec une masse pelvienne qui est interprétée par les radiologues par ordre de fréquence comme un fibrome pédiculé. Et c'est vrai que c'est une masse qui est juxta-utérine, qui est un petit peu hétérogène, mais comme peuvent l'être les myomes utérins. Et in fine, il s'agira d'un léiomyosarcome, mais comme elle a été opérée avec une technique d'énucléation chirurgicale classique, malheureusement, il va y avoir une dissémination locale. Et vous voyez qu'à 2 mois post-opératoire, cette jeune femme a une récidive pariétale qu'il va falloir traiter par une pariétectomie qui sera irradiée. Et finalement, elle aura secondairement une évolution métastatique. Donc l'importance de la prise en charge initiale et de la réflexion diagnostique devant l'imagerie est capitale. Ici, une lésion qui est apparue sur la jambe d'une jeune fille de 17 ans et qui morphologiquement est très évocatrice de fibrome desmoïde. Je ne reviens pas sur la description qui vient de vous être faite et qui a été opérée d'emblée. Et là aussi, ce n'est pas forcément une bonne idée. Sylvie vous en reparlera certainement. Et vous voyez qu'un an après, elle revient avec une énorme jambe et une lésion qui est exactement du même titre sur le plan de l'imagerie, mais qui est beaucoup plus volumineuse. Et ça, on le sait, lorsqu'on opère certains fibromes desmoïdes, il peut y avoir une réévolutivité secondaire importante, car il est toujours difficile d'en faire une exérèse complète, sauf dans quelques cas particuliers. Et puis parfois des situations même dramatiques, comme celui-ci, un jeune homme de 18 ans qui avait été adressé dans un hôpital pourtant réputé à un chirurgien pour une masse susclaviculaire. On avait fait un PET scan à l'époque parce que c'est ce qui avait été demandé en première intention sur une suspicion de lymphome, c'est vrai, masse ganglionnaire susclaviculaire, et on s'est arrêté là, on n'a pas été plus loin dans l'imagerie, et ce patient a été opéré à visée diagnostique pour faire une adénectomie pour confirmer le diagnostic de lymphome. Et puis au moment de l'intervention, on tombe sur une lésion très fragile, très hémorragique, qui se rompt localement et avec en plus une plaie vasculaire sur l'artère sous-clavière. Vous voyez qu'une artère sous-clavière qui est totalement interrompue. Donc ça a failli très mal se finir sur le plan vasculaire aussi. Et in fine, il s'agissait d'un synovialosarcome dans une topographie rare, certes, mais possible, et avec une évolution secondaire qui a été très défavorable. Donc, ça, c'est vraiment un point important, faire une imagerie de bonne qualité initialement de haut diagnostic pour pouvoir discuter les indications de biopsie et pas partir sur un geste qui n'est pas adapté. Donc ces erreurs, elles sont malheureusement fréquentes lorsqu'on se place du point de vue d'une RCP sarcome. Ce sont des choses qu'on voit régulièrement. Pourquoi ? Parce que les présentations cliniques, elles ne sont pas très spécifiques. Parfois, on a même des lésions d'évolution lente, parfois indolores, et des patients qui consultent tardivement, donc on n'est pas forcément inquiet devant l'imagerie.
Cette imagerie, elle peut être très riche, hein, on vous l'a montré tout à l'heure, mais en même temps, elle manque de spécificité. Hein. Vous avez vu des sémiologies qui parfois orientent vers des lésions de bas grade. Hein. Par exemple, le tail sign qu'on vous a montré tout à l'heure, on peut le voir dans des lésions totalement bénignes, des fasciites nodulaires, comme dans des sarcomes. Donc la spécificité de l'imagerie, il faut en connaître ses limites. Parfois, le compte-rendu du radiologue est très imprécis, parfois complètement erroné, parce que certains radiologues généralistes n'ont pas cette expérience de sémiologie fine sur les tumeurs des tissus mous, et parce que dans le compte-rendu radiologique initial qui va être fait, il n'y aura pas forcément une bonne orientation du patient, qui va simplement parfois recommander de faire une exérèse chirurgicale au lieu de recommander d'adresser le patient dans un centre spécialisé. Et puis, erreur aussi parfois de chirurgie première, sans diagnostic, parfois même sans imagerie, avec des exérèses incomplètes et des drames secondaires. Et puis parfois des difficultés aussi à l'anatomopathologie, puisqu'on a aussi des discordances parfois observées. Et on le sait, dans l'expérience des pathologistes, lorsqu'ils font relire de façon systématique les anapates de biopsie ou de chirurgie, eh bien on a 15 à 20% de discordance avec les experts. Donc, c'est pas simple, les sarcomes, à tous les niveaux, hein, dans la présentation, dans le traitement, dans l'imagerie, dans l'anapathe, et c'est pour ça qu'il y a des erreurs parfois. Donc il y a des recommandations aujourd'hui internationales. Sur le plan diagnostique, c'est de faire une imagerie appropriée. Hein. Donc l'imagerie appropriée, c'est parfois la radiologie conventionnelle simple qui peut aider, vous l'avez vu, pour des diagnostics différentiels. L'échographie qui a son utilité, mais qui a ses limites aussi, et qui peut être très contributive dans certains cas, mais il faut savoir la compléter. Et l'IRM qui est un petit peu l'examen de référence, mais qu'il faut bien faire avec les bonnes séquences en injectant quand il le faut. Deuxième référence, c'est d'avoir un avis multidisciplinaire. Ça, c'est capital. Et c'est d'où l'intérêt d'adresser ces patients dans des centres experts avant de faire un geste inapproprié et de faire très souvent des biopsies, soit pour à visée diagnostic pure, soit pour confirmer un diagnostic qu'on a suspecté sur l'imagerie. Et puis ensuite de faire une analyse anatomopathologique appropriée avec une relecture par des experts. L'IRM, elle vous a été montrée tout à l'heure, cette sémiologie en IRM, elle est parfois faussement rassurante. Ça, c'est un point capital à savoir. Quand les lésions ont des contours nets d'évolution lente, qu'il n'y a pas d'œdème autour, qu'elles se rehaussent peu, ça ne veut pas dire qu'elles sont bénignes. Hein. Donc on a très souvent des sarcomes à limite très nettes. Donc les critères d'agressivité qui sont utilisés par les radiologues, qui sont listés ici, sur lesquels je ne reviens pas, ils ont tous leurs limites. Hein. On peut avoir des sarcomes de petite taille, on peut avoir des lésions qui sont homogènes, on n'a pas forcément les anomalies de signal qui sont les plus caractéristiques. Et on sait que dans les études rétrospectives qui ont été publiées, la valeur prédictive de l'imagerie, elle est autour de 60%. Hein. Quand on dit c'est malin en imagerie, on ne se trompe pas une fois sur deux, mais presque, hein, ça peut arriver. Donc, ça veut dire qu'on va avoir la biopsie facile. Alors, il y a des cas particuliers. Parfois, en imagerie, c'est évident pour les radiologues. Hein. Ici, vous avez un exemple absolument caractéristique de fibrome desmoïde. En imagerie, ça ne peut pas être autre chose. Par contre, on sait qu'on va devoir le biopsier quand même parce qu'on a besoin de typer la lésion, de la confirmer parce qu'il va y avoir derrière éventuellement des indications de traitements médicaux qui ne sont pas totalement anodins. Donc il faut quand même qu'on ait une confirmation histologique et parce que aussi ça peut avoir une valeur pronostique en fonction des anomalies biologiques qu'on va voir de façon sous-jacente, notamment le type de mutation qu'on peut identifier dans ces tumeurs. Certaines sont plus à risque que d'autres, ça va nous donner des éléments pour adapter le traitement. Les lésions à contenu graisseux, je vais éviter de refaire tout ce qui vous a été montré tout à l'heure, mais on a aussi des indications larges pour vérifier la différence entre des tumeurs qui se présentent souvent radiologiquement de la même façon, des lipomes simples et des lipomes atypiques qui sont des fibrosarcomes de bas grade. Et là, la biologie nous a beaucoup aidés. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, pardon, excusez-moi. Liposarcome, bien sûr. Liposarcome bien différenciés qui sont bien identifiés maintenant par les recherches biologiques. Donc, on a aujourd'hui des recommandations qu'on a d'ailleurs réactualisées récemment
avec nos collègues radiologues et chirurgiens et pathologistes, avec donc des lésions qu'on peut classer facilement lipome s'ils sont de petite taille, superficielles, très homogènes, très caractéristiques. Et à chaque fois qu'on a des lésions plus profondes, plus volumineuses, de topographie tronculaire, a fortiori donc si elles siègent dans le rétropéritoine, le médiastin, ou si elles sont bien sûr associées à des contingents tissulaires ou des zones de rehaussement, là on va avoir la biopsie extrêmement facile. Alors, la biopsie, vous le savez, elle peut être faite à l'aiguille ou par un chirurgien. Aujourd'hui, on recommande plutôt la biopsie à l'aiguille. Pourquoi? Parce que sur le plan diagnostique, quand elle est faite avec suffisamment de prélèvements, elle est équivalente en termes de qualité diagnostique. Surtout, elle permet de cibler la biopsie dans les zones les plus intéressantes. Quand vous avez notamment des tumeurs très hétérogènes, on va pouvoir éviter les zones de nécrose et viser les zones tissulaires. Quand on a des tumeurs de type liposarcome dédifférenciées, on va pouvoir cibler la zone dédifférenciée par rapport aux zones matures. Donc, l'argument du ciblage est essentiel. En termes de complications, on en a moins, clairement, avec des biopsies à l'aiguille lorsqu'elles sont bien faites selon les bonnes techniques. Donc moins de problèmes de saignement, moins de problèmes de dissémination tumorale locale, voire d'extériorisation tumorale. Sylvie nous a déjà montré des cas, peut-être qu'elle vous les montrera encore dans ses prochains cours, où certains patients ont eu des extériorisations tumorales sur des lésions très agressives sur des trajets de biopsie chirurgicale. Fait que dans certains cas, on est quasiment obligé de faire un lambeau de couverture pour pouvoir reprendre la cicatrice de biopsie chirurgicale quand elle est à 10 cm de la voie d'abord théorique pour enlever le sarcome. C'est malheureusement encore fréquent. Et puis donc, techniquement, c'est quand même souvent plus simple, ça se fait souvent sous anesthésie locale, et accessoirement, ça coûte moins cher, ce n'est pas l'argument le plus important, mais c'est à signaler. Alors, est-ce qu'il y a des risques à faire des biopsies à l'aiguille diagnostiques dans les tissus mous? Eh bien, il n'y a pas de vrai problème. Bon, les quelques problèmes qu'on rencontre, c'est les problèmes de douleur. Alors, les douleurs, c'est pas un vrai problème. Ça s'organise. Il faut expliquer aux patients, sous anesthésie locale, quand on fait une biopsie, on a des techniques, on explique le geste, on fait éventuellement, pour les plus anxieux, de l'hypnose conversationnelle. On peut utiliser du méopa pendant l'intervention, pendant la procédure. Bien sûr, on utilise des anesthésiques locaux. On peut même les mélanger à des bicarbonates de sodium pour éviter les sensations de brûlure liées à la lidocaïne. On peut faire de l'injection post-biopsie de naropène. Ensuite, ça réduit la douleur post-procédure. Bon, on a tout ce qu'il faut pour la prévenir, donc généralement, ce n'est pas un vrai problème. Les indications d'anesthésie générale sont vraiment très exceptionnelles, sauf chez les sujets très jeunes. Les saignements, est-ce qu'on a des vrais problèmes de saignement? Non, à condition de faire les mesures préventives habituelles, donc d'interrogatoire, de bilan d'hémostase, de bien cibler, de repérer les vaisseaux en échodoppler au moment où on fait la biopsie, souvent aidé par l'échographie, et puis avec les méthodes de compression que l'on utilise après le geste, généralement, il n'y a pas de souci. Les risques théoriques de la biopsie, c'est l'infection, mais là, généralement par les mesures préventives habituelles et les conditions d'asepsie qui sont utilisées, c'est un problème qui est exceptionnel. Et puis, le problème de l'essaimage tumoral, qui est un vieux serpent de mer. Est-ce que la biopsie à l'aiguille peut disséminer de la tumeur sur le trajet de biopsie? C'est un risque qui est rapporté, vous trouverez toujours des case reports dans la littérature. En pratique, dans notre expérience, dans les gens qui font des biopsies à l'aiguille au trocar de façon régulière, c'est très, très exceptionnel grâce à l'utilisation de la technique coaxiale. Donc en pratique courante, ce n'est pas un vrai problème. Est-ce qu'il y a des contre-indications à ces biopsies? Elles sont finalement assez théoriques. C'est les problèmes d'hémostase, mais on peut les corriger. C'est les problèmes de coopération de patients. Là aussi, on peut régler le problème. Les vrais contre-indication, c'est les trajets de biopsie difficiles. De temps en temps, manifestement, ce n'est pas une bonne idée d'aller mettre une aiguille sur une lésion d'accès très difficile en situation profonde entre des zones à risque vital ou fonctionnel. Et puis, les vraies contre-indications, finalement, ce sont les non-indications lorsqu'on a des lésions qu'on est capable de caractériser de façon formelle par l'imagerie. Je ne vous en remontre pas, mais vous en avez vu tout à l'heure beaucoup, les myosites ossifiantes, les malformations veineuses, les pilomatrichomes, les élastofibromes, les kystes synoviaux, tout ça on peut les reconnaître. Donc
éviter de faire des biopsies inutilement sur des lésions qui sont vraiment typiquement bénignes, mais ça demande un peu d'expertise radiologique. Alors, le prérequis pour faire des biopsies, c'est quand même d'être un peu organisé pour, c'est-à-dire d'avoir une unité de radiologie interventionnelle avec un programme de qualité pour que les personnels soient bien formés, qu'on ait du matériel de bonne qualité, des procédures d'hygiène, etc. Donc, et le faire avec surtout une bonne collaboration avec les laboratoires qui vont recueillir les prélèvements. Ça, c'est vraiment essentiel. On va en reparler. Donc on analyse bien sûr au préalable le dossier, la tumeur, l'imagerie et on voit le patient. Et on peut le faire dans différentes conditions, selon la localisation de la lésion et le risque associé. Alors pour certaines lésions très superficielles, par exemple sur les membres, on fait ça dans des salles d'échographie adaptées à la radiologie interventionnelle, mais qui ne nécessitent pas d'environnement spécifique. Donc ça, c'est typiquement pour une lésion d'un membre superficiel. On peut le faire sous anesthésie locale dans une salle d'échographie. Lorsqu'on arrive sur des situations plus profondes où on a besoin d'un guidage scanner, là, on le fait dans des salles de radiologie interventionnelle. C'est un exemple de ce qui est fait chez nous. À ce moment-là, c'est fait sous anesthésie locale, voire générale, selon les cas. Et on fait avec un guidage par imagerie, donc ça nécessite, vous le voyez, un environnement un peu plus important. Et puis, lorsqu'on est dans certaines circonstances, notamment en pédiatrie, qui est un peu mon domaine d'activité, là, on le fait vraiment sous anesthésie générale, en environnement de bloc opératoire. Et souvent, on groupe les gestes de prélèvement à la fois de la tumeur, des bilans d'extension, les poses de voie d'abord, etc., dans le même temps. Le matériel qu'on utilise, c'est important, c'est du matériel coaxial. Coaxial, je pense que beaucoup d'entre vous savent comment ça fonctionne, mais le principe, c'est extrêmement simple, on utilise une grosse aiguille dans laquelle on va faire passer une petite aiguille. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on fait un trajet direct jusqu'à la lésion qui sert de tunnel, et finalement, on va traverser les tissus sains qu'une seule fois avec ce trocar, et ensuite, à l'intérieur de ce trocar, on va faire passer l'aiguille qui fait précisément le prélèvement, qui peut être une aiguille automatique ou semi-automatique, peu importe, ça c'est du détail technique. Le principe c'est toujours le même, donc on a l'introducteur que l'on met en regard de la lésion, on fait passer l'aiguille noire ici qui est l'aiguille à biopsie, et cette aiguille comporte un mandrin central qui est fenêtré et un deuxième mandrin périphérique qui va venir couper le prélèvement avec un ressort qui permet de faire une tranche assez nette, et ensuite on retire l'aiguille et dans la fenêtre de l'aiguille, ici, on a le petit fragment de carotte qui est ensuite analysé. Alors on travaille pour les tumeurs des tissus mous généralement avec des calibres de 14 ou de 16 gauges. Donc vous voyez les calibres que ça représente en millimètres, en diamètre externe, diamètre interne. Et vous voyez, on retrouve donc ces petits cylindres de tissu qui généralement font à peu près 1,5 à 2 cm de long. La méthode de guidage, elle est surtout par échographie, c'est très utile pour les lésions superficielles, donc on se guide avec une sonde d'échographie, et puis on fait plusieurs prélèvements, on met d'abord le trocar en place, ça c'est un exemple, vous voyez, et ensuite on fait plusieurs prélèvements, on recueille nos carottes, et on peut comme ça multiplier les prélèvements grâce au trocar. Alors, le point essentiel pour les radiologues, c'est de bien choisir le trajet de biopsie, parce qu'on ne passe pas n'importe où quand on met une aiguille pour faire un prélèvement de tumeur des tissus mous. Par exemple, sur les membres ici, il faut absolument faire un trajet monocompartimental, c'est-à-dire ne pas ensemencer un compartiment sain lorsque on prélève une tumeur. Donc ici, vous avez typiquement une tumeur qui est localisée dans un compartiment. On connaît l'anatomie compartimentale. Au besoin, on peut se référer à des atlas et on utilise à ce moment-là un trajet qui est adapté, c'est-à-dire juste en regard de la tumeur qui va uniquement traverser le compartiment. Il ne faudrait absolument pas, par exemple ici, passer par le compartiment antérieur. Non seulement ça risquerait d'ensemencer, mais en plus on passerait à proximité de l'axe vasculaire en prenant un risque. Donc ça, c'est vraiment capital. Deuxième élément, c'est le point d'entrée. Le point d'entrée, il doit se faire après une discussion avec le chirurgien qui va nous dire par où il prévoit d'intervenir et on va utiliser finalement le trajet de la future cicatrice pour décider du point d'entrée. Donc ici, par exemple, sur une tumeur de la racine du membre, on sait que le chirurgien va passer ici par voie médiane ici. On va se mettre plutôt au pôle inférieur de la lésion. On va biopsier en remontant à l'intérieur de cette lésion. Il est de bon ton,
sur les lésions superficielles des membres, de faire un tatouage du point d'entrée parce que le chirurgien va pouvoir, au moment de son intervention et de son incision, faire la résection dans le même temps du trajet de biopsie. Même si, je vous le disais, les risques de dissémination sont faibles, sur les membres, on a tendance à le faire encore. C'est-à-dire qu'on va simplement utiliser un dermopigment que l'on va insérer donc sur le point d'entrée ici, pas jusqu'à la tumeur, mais juste sous-cutané ici. Il faut absolument éviter de mettre de l'encre dans la tumeur parce que ça peut gêner aussi les pathologistes derrière qui eux aussi doivent ancrer les tumeurs une fois qu'elles ont été réséquées. Alors pour certaines topographies particulières, notamment dans le rétropéritoine, on va utiliser aussi une voie monocompartimentale, ça c'est capital. Les sarcomes rétropéritonéaux sont des tumeurs qui vont volontiers bomber comme ça dans la cavité abdominale. Ce serait une énorme erreur de passer par voie antérieure, même si c'est l'endroit où la tumeur est la plus accessible en apparence, parce que à ce moment-là, vous franchissez le péritoine et vous risquez d'ensemencer la cavité péritonéale lors de cette biopsie. Donc, une tumeur rétropéritonéale, ça se biopsie par voie monocompartimentale en restant dans le rétropéritoine, donc par voie postérieure ici. Voilà. Alors, ce type de biopsie, on les fait plutôt guidés par scanner, compte tenu de la profondeur de la zone à accéder. Alors les échantillons, je vous le disais, c'est vraiment capital parce que derrière cette biopsie, il va y avoir des tas d'analyses, à la fois des analyses morphologiques, pathologiques classiques, mais de l'immunohistochimie. Il va y avoir des prélèvements transmis dans des laboratoires de biologie moléculaire. On va faire du biobanking pour garder les prélèvements pour faire de la recherche, etc. Donc on a besoin d'avoir suffisamment de matériel. Combien faut-il de carottes? C'est toujours la question à 100 €. En pratique, sur une tumeur des tissus mous, on essaye de faire environ au moins 6 carottes sur les tumeurs qui font environ 15 mm. Si on a des lésions qui sont graisseuses ou myxoïdes, on va encore multiplier le nombre de prélèvements. On sait que ces prélèvements sont moins cellulaires, donc les pathologistes auront plus de matériel pour leur analyse. La gestion de ces prélèvements était également capitale. Il ne faut surtout pas les fixer de façon systématique, sinon on va compromettre les possibilités d'analyse en biologie moléculaire. Donc le plus simple, c'est soit de les congeler d'emblée dans des cryotubes avec de l'azote, soit, c'est ce que nous faisons ici, de les mettre dans des liquides de culture, du RPMI, qui permet de laisser le prélèvement viable à l'état frais quelques heures et qui permet donc de faire les analyses en biologie moléculaire derrière. Bien sûr, fiche de renseignement et tous les renseignements cliniques transmis aux pathologistes, cela va sans dire. Et les biologistes derrière vont nous faire tout un panel d'analyses. Ils vous réexpliqueront ça certainement dans les cours qui seront dédiés. En tout cas, aujourd'hui, ça c'est un exemple de tout ce qu'on peut trouver dans les tumeurs des tissus mous. Vous voyez qu'on peut voir des translocations dans des tumeurs très différentes, bien sûr dans des sarcomes, mais aussi même dans des lésions bénignes. Et tous ces éléments, guidés par la clinique et la présentation radiologique, vont être recherchés pour essayer de mieux caractériser les lésions. Et puis un jour, peut-être dans le futur, on pourra peut-être se passer de biopsie directe, puisque de plus en plus, nos amis biologistes sont capables de détecter les ADN et les ARN circulants donc dans des prélèvements sanguins et faire ce qu'on appelle de la biopsie liquide. Mais ça, c'est pour dans quelques années, ou peut-être pas, peut-être plus rapide. On verra. Voilà, les messages clés. Les indications de biopsie, elles doivent être très larges. Même si l'imagerie est parfois très évocatrice, on a parfois et très souvent besoin de confirmer le diagnostic avant toute chose. Il est essentiel d'avoir un dialogue pluridisciplinaire avant de faire un geste agressif sur un patient, donc en faisant discuter les oncologues, les chirurgiens, les radiologues, les pathologistes, avant de décider d'un geste chirurgical et même parfois du geste de biopsie lui-même. Et la technique de biopsie, il faut qu'elle s'inscrive dans une démarche de qualité pour être faite selon des référentiels bien précis et toujours préserver du matériel pour nos amis pathologistes et biologistes.